Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview des demi-finales de conférence NBA. On va aller du côté de la Western Conference aujourd'hui. Le programme, c'est Dallas et c'est le Oklahoma City Thunder. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne suis pas tout seul, évidemment. Et pour m'accompagner, et pour vous accompagner surtout, un nouvel arrivant dans l'équipe The Free Agent. Vous l'avez déjà vu, surtout lu dans différents articles. On va en parler et je suis très très heureux honnêtement de retrouver Tom pour cette preview. Bonjour Tom, comment vas-tu? Salut Chris, salut tout le monde. Bah écoute, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous rejoindre et de te rejoindre sur ce podcast. On a eu un début de playoff assez exceptionnel avec des séries un peu folles et puis des matchs vraiment agréables à suivre. On est dans le vif du sujet et puis bah là on prépare le reste avec des très beaux objectifs. Tout à fait. Donc Tom qui est arrivé il y a quelques semaines maintenant, juste un petit peu avant les playoffs, tu es arrivé dans l'équipe de rédaction et vous avez eu donc l'occasion de le lire sur quelques previews du premier tour, sur des articles récap aussi à différents moments dans les séries, Tom. C'est ça, c'est ça. Le principe, bien évidemment, c'était de vous présenter au mieux les séries, les tenants, les aboutissants, les points positifs, qu'est-ce qu'il fallait mettre en avant pour que les équipes puissent passer. Et puis finalement, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression, dans nos pronostics. Globalement, sur les pronos qu'on avait mis sur les premiers tours, on n'a pas eu trop de surprises. Bon, bah, le champion en titre est passé, même si ce sera plus compliqué. Et puis globalement, ceux qui devaient passer l'ont fait, ceux qui devaient perdre sont partis en vacances à Cancun. Et puis maintenant, on enchaîne, hein. On enchaîne avec le vif du sujet et le sérieux des demi-finales de conf. Ouais, exactement. Donc n'hésitez pas à aller lire les articles de Tom, évidemment tous les autres articles de la rédaction de The Free Agent. Hein. Vous avez le site internet, l'application TFA pour retrouver tous les articles sur les playoffs NBA, les playoffs NHL qui sont en cours également. Il y a la MLB, la saison de baseball, la NFL qui est en off-season, mais il y a toujours des articles et des podcasts aussi avec Tailgate où vous pouvez retrouver toute l'actu, même pendant cette période sans match. Donc, les podcasts évidemment des différents sports, l'application, le site internet et les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Twitch et compagnie pour pouvoir balayer au mieux cette actualité chargée des sports US. Nous, on va s'atteler, Tom, tout de suite à notre preview, une des 4 previews de ces demi-finales de conférence. On en a déjà fait une avec Yannick autour de la match-up entre Denver et Minnesota. Il y a même déjà eu un match qui s'est joué là au moment où on enregistre en tout cas. Mais là, on va s'atteler à une nouvelle série et à la deuxième série de la Conf Ouest entre donc le Thunder d'OKC et les Mavericks de Dallas. Avant de rentrer dans le vif et de rentrer dans le détail de cette confrontation, de cette série, Tom, en quelques mots, moi j'aime bien à chaque fois vous lancer dessus, que ce soit toi, Cédric ou Yannick, avec qui je peux faire des émissions. Comment tu la vois, comment tu la perçois cette série? Et déjà, est-ce que tu l'avais dans ton bracket initial, tu vois, cette confrontation à venir là? Alors totalement, j'avais complètement envisagé cette série et puis pour moi, c'était un petit peu la suite logique de ce premier tour. En revanche, pour sortir et dégager un favori de cette série, c'est très complexe. Je trouve que c'est 2 équipes qui se valent vraiment. Ce sera un duel équilibré qui peut nous offrir une série assez longue, je pense. On Mmh. rentrera un peu plus dans le détail, mais ce sera une très belle confrontation par contre, vraiment, Ouais, des gros joueurs. complètement. On va pouvoir balayer ça. On fera notre petit prono à la fin du Ouais, bien podcast, sûr. hein, voilà, pour garder un petit peu le suspense et ni moi ni toi ne savons, vraiment, ce que l'autre va dire sur cette preview et sur le pronostic en particulier. Donc voilà, C'est on se ça. garde la surprise et on vous garde la surprise pour la fin. Alors, on va attaquer, honneur tient au Thunder. La première équipe qui s'est qualifiée parmi les deux là, pour cette demi-finale de conférence après le sweep contre les Pelicans 4-0. Clair, net, sans bavure. J'ai envie de te lancer là-dessus, Tom, avec une première question. Il y a pu avoir des doutes émis sur cette équipe d'OKC par rapport à, alors, entre le bilan excellent, exceptionnel même et inattendu de cette équipe en saison régulière et le step supérieur pour arriver en playoff, tu vois. Et en fait, alors après, ce n'était que les Pelicans, sans leur faire offense, mais on a l'impression quand même que le Thunder, ils sont arrivés, ils ont dit non, non les gars, on est en playoff, mais on va continuer sur la même lignée, la même dynamique qu'on a pu avoir lors de la régulière.
Ouais, c'est exactement ça. On sort d'une saison régulière historique pour le Thunder. Très honnêtement, personne ne les attendait à ce niveau-là sur la régulière et puis on s'est dit: «Bah, regardez, comme l'année dernière, des équipes un peu jeunes comme ça en play-off contre des équipes expérimentées, ça va pas forcément le faire». Donc certes, une rencontre contre, New Orleans avec l'absence de Zion qui a quand même Mmh. été assez préjudiciable pour les Pels. Mais très honnêtement, quand il faut exécuter, mettre en place, enfin, c'est vraiment cette équipe d'OKC qu'on a pu suivre toute la saison régulière et ben, on retrouve exactement la même en play-off. C'est fort, ça joue sur ses capacités offensives. On a un Chet Holmgren qui a su s'adapter. On oublie, hein, mais c'est sa première saison. C'est un Mmh. rookie, même s'il a passé une saison blessé sur le banc, il a pu observer, OK. Mais Mmh. là, l'intégration et puis avoir, entre guillemets «dominé» Valanciunas qui est quand même un vétéran NBA, c'est quelque chose d'assez important et puis ouais, c'est fort, ça joue bien. Ça joue très, très bien au basket. Ouais, ça joue collectif autour d'un candidat potentiel MVP. Alors de l'autre côté, il y en a un aussi, donc c'est ça qui va être intéressant. Mais voilà, c'est une équipe qui est vraiment bien orchestrée autour de Shai Gilgeous-Alexander. Heu, Cette équipe-là qui est pianotée avec Marc Daigneault, qui est coach de l'année, donc potentiellement cette équipe du Thunder qui a déjà raflé un titre là dans les palmarès de la NBA avec le coach de l'année, qui va peut-être pouvoir faire coup double avec Shea. On verra ça un petit peu plus tard, même si c'est pas évidemment l'élément le plus important, mais on sait très bien que le trophée de MVP c'est un trophée qui compte un peu plus que les autres. Mais voilà, une équipe globale qui est très forte. Tu en as parlé, Chet Holmgren, qui aurait dans beaucoup d'autres saisons de la NBA qui aurait été rookie de l'année Ouais, s'il c'est n'avait sûr. pas eu en face de lui un certain Victor, tu vois. Mais en tout cas, Ouais, c'est clair. son histoire est faite ainsi, mais ça n'enlève rien à ses performances. Des joueurs autour, Lugensdort, on va en parler un petit peu plus dans le détail, je pense. Jalen Williams aussi, qui a vraiment, qui nous a montré de très 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 belles choses dans cette saison régulière et même dans ce premier tour des playoffs en particulier. Et moi, il y avait un point en commençant un petit peu à travailler sur cette série qui m'intéressait, je voulais voir ça avec toi, c'est au niveau de la défense du Thunder. Quand tu regardes un petit peu les scores là, du premier tour contre les Pelicans, alors tu l'as dit, il y avait l'absence de Zion qui offensivement est un manque, est une perte pour cette Problème. équipe-là, mais il y avait quand même des Mmh. joueurs en face, tu vois? Colum, Brandon Ingram et compagnie. Les Pelicans ont été limités à 92 points maximum. Ils n'ont jamais Ouais, passé sur les 4 matchs plus de 92 points. Et je regardais là sur les rankings, ils sont à 93,5 points encaissés pour 100 possessions, si on fait une moyenne. C'est le meilleur ranking défensif d'une équipe de playoff sur les 8 dernières années. C'est pour montrer la performance, tu vois, défensive de cette équipe du Thunder, qui plus est l'équipe la plus jeune à se qualifier pour un second tour de playoff, tu vois. Donc il y a un assemblage, il y a la jeunesse. Souvent, on parle de jeunesse comme de fougue ou d'inexpérience, mais là, tu as une jeunesse qui va mettre les barbelés sur le terrain, tu vois, et qui va dire non, les gars, on a beau être jeune, on a beau être inexpérimenté, on va vous limiter toute la série à moins de 100 pointeurs. ah, mais c'est complètement monstrueux et puis l'effectif est construit pour. Quand on regarde, alors c'est paradoxal parce que quand on regarde sur les postes, extérieurs, donc les arrières, les ailiers et le meneur, on a de la taille. C'est-à-dire qu'on va avoir un Shai qui est quand même relativement grand, qui va être entouré d'un Lugensdort qui lui n'a pas besoin d'être grand pour être l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de cette ligue. Et puis à côté, il va y avoir du Josh Giddey, il va y avoir du Jalen Williams. En fait, il y a tout un effectif qui est fait pour défendre et puis c'est vraiment l'identité d'OKC quand on regarde sur les dernières années Mmh. et le développement de Lugensdort, qui à la base n'était qu'un défenseur et le mec est devenu un 3&D plus que respectable. Moi, je vais mettre tout de suite une petite limite à cette équipe parce que défensivement, alors contre Nola, c'est passé. Parce que Nola n'a pas su, entre guillemets, attaquer là où ça fait mal. Il n'a pas su gérer, cette match-up où à l'intérieur, bah, finalement, il y a que Chet. En termes de pivot costaud, Mmh. grand, qui puisse prendre des rebonds, il y a pas forcément de sortie de banc. Contre Dallas, je pense que ça va être une autre paire de manches. Je pense très honnêtement que on en reparlera bien évidemment après, mais les recrues de Dallas vont réellement poser problème à OKC. Mais c'est Mmh. vrai que plus globalement sur l'aspect défensif, et puis c'est cette identité toute l'année. C'est vraiment cette équipe de dogs, ça aboie. Alors ça aboie en conférence de presse, ça aboie avec les journalistes, mais en fait, ça aboie sur le terrain. C'est-à-dire que quel enfer quand sur un écran, tu dois switch de Lugensdort à Shai.
tu pas gagnant, en fait, quand tu es extérieur. Et donc Luka et Kyrie devront vraiment travailler là-dessus parce que ça va être une série assez folle aussi à ce niveau-là. Ouais, je te rejoins complètement. Hem, Luguentz c'est vrai qu'on l'avait pas vu venir aussi fort des 2 côtés. C'est vrai, tu l'as très bien dit, c'est un mec qui est arrivé, qui était vraiment identifié clairement défenseur, le gars qui va être pénible pour l'adversaire adverse, tu vois? Pour le principal joueur, la principale arme offensive de l'équipe adverse et il l'est toujours, hein, parce que là, tu peux être certain que Luka, principalement Luka Doncic, allez peut-être un peu du Kyrie aussi, mais ça va être principalement du Luka. Luguentz il va le coller, mais au short comme jamais. Ouais, Ça va peut-être pas empêcher l'autre dingo d'aller planter des grosses perfs, mais en tout cas, ça va le limiter, ça va beaucoup le gêner, ça va le fatiguer. Et on sait par expérience que Luka Doncic, des fois, il lui suffit de peu pour vite vriller d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique, et de ne plus être dans son match. Et tu sais, d'aller tout le temps râler auprès des arbitres. Combien de fois on a vu ces images-là où il est tout le temps en train de demander les fautes, il est tout le temps en train de ouais, c'est pigner. fatigant. Alors, on aime le joueur, mais voilà, tout le temps en train de pigner, tout le temps en train d'aller demander les fautes, d'aller réclamer. Et un mec comme Lugensdort, il n'est pas nécessairement vicieux dans sa défense, tu vois, mais il est compact, il est solide et il va clairement gêner. Après, on verra à quel niveau. On va en parler des Mavericks, mais c'est sûr que Lou Dort, on vous invite très clairement, si vous n'avez pas trop eu l'occasion de regarder cette équipe du Thunder pendant la régulière, parce qu'il y a tellement d'équipes, il y a tellement de matchs qu'on ne peut pas tout regarder, mais de vraiment vous concentrer sur lui, sur l'équipe en général. Mais la défense de Lou Dort sur les joueurs du backcourt adverse va être un point essentiel dans la longueur et dans la physionomie de la série. Ouais, c'est évident et puis là, je regardais rapidement un petit peu statistiquement ce que ça donnait. Alors, Ouais. en plus de l'aspect défensif où statistiquement, c'est pas forcément là où c'est le plus marquant parce qu'on a quand même une interception et un demi-bloc par match. Bon, OK. Mmh. Mais par contre, c'est un petit peu le côté très Murphy de Nola. C'est l'intelligence de placement. C'est comment orienter son joueur. Parce qu'un joueur comme Luka Doncic, comme tu l'as très bien dit, c'est un joueur que tu peux limiter. C'est pas un joueur que tu peux stopper. Donc tu vas Mmh. essayer de le limiter et essayer de l'emmener sur les prises à 2 au mieux possible, d'essayer de ne pas lui donner ses zones de confort et ça, Lugensdorf, il adore. Et puis de l'autre côté du terrain, alors on a 11 points de moyenne sur la saison régulière, mais on a surtout 40 à 3 points sur un volume qui est relativement important, c'est-à-dire que c'est 5 shoots près par match à 40. Donc ça veut dire qu'on est parti d'un joueur à la base qu'on laissait shooter à 3 points comme Westbrook, si tu te souviens bien, on lui laissait 2 mètres, il y avait pas de problème. Là, tu es obligé de le prendre au sérieux défensivement et ça, ce sera aussi un questionnement pour, les Mavs. C'est quand on parlera un petit peu de l'attaque, un peu plus globale d'OKC, le nombre d'armes et d'artilleurs extérieurs, ça Mmh. peut poser problème. Ça peut Mais poser un vrai problème à cette défense. bah, on peut y aller directement si tu veux. J'allais te lancer Allons-y. vers cet aspect-là. On a parlé de la défense globalement de cette équipe d'OKC. D'un point de vue offensif, hem, un gars comme Jalen Williams qui a fait des super quatrièmes cartons là ces derniers temps, vraiment une révélation. Moi, c'est clairement un joueur. Je m'attendais pas à voir un gars avec autant d'impact. Tu vois, la ligne statistique, tout ça, très bien, mais c'est vraiment les points d'impact qui comptent et je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Lou Dort en a parlé, on va pas nécessairement revenir dessus. Un mec comme Chet Holmgren aussi, tu en as un petit peu parlé dans la match-up contre la raquette de Dallas. Bah, quel impact il va avoir donc défensivement, bon, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure quand on parlera de Dallas, mais offensivement, il va poser problème de par sa longueur. Il est mobile malgré sa longueur, malgré sa taille, et il va gêner cette raquette des Mavericks. Et évidemment, après, tu choisis vers qui tu veux commencer, Tom. Chez Alexander, candidat MVP, en tout cas dans le top 3, une saison incroyable. La saison, j'allais dire de la révélation, non, parce qu'il avait déjà montré des belles choses, mais vraiment, là, il a vraiment tapé du poing sur la table et il a dit voilà. On s'était posé des questions dans les dernières années autour de Shai Gilgeous et du Thunder parce qu'on voyait un Shai Gilgeous qui était fort, mais dans une équipe du Thunder qui était pas bonne en termes de résultats. Le fameux tanking autour de Sam Presti et compagnie. Et là, cette année, ça a vraiment été totalement différent. Chez le Gijus, il a monté encore plus d'un step, mais il a accompagné son équipe dans la progression. Et c'est ça le plus important. Donc, offensivement, voilà, il y a plein d'armes. Je te laisse choisir un peu ton poison et on se lance là-dessus. Toi. Non, bah, écoute, je vais tout de suite rebondir sur le cas SGA comme tu parlais.
SGA, pour ceux qui se souviennent pas, c'est un trade qui envoie Paul George aux Clippers en l'échange de Shai Gilgeous-Alexander. Donc à l'époque, les Clippers sont sûrs et certains de gagner le trade. On est d'accord là-dessus. Quand on regarde quelques années après, mais comme tu l'as dit, en fait, Shai, c'est pas sa première année. Là, on est plus limite sur une année de confirmation où l'année dernière, c'était Mmh. vraiment l'éclosion et on en prenait plein les yeux. Et en fait, quand on voit la saison que fait Shai Gilgeous-Alexander après son mondial, après, enfin, le mec n'arrête jamais de progresser. Ça devient finalement, dans le côté un petit peu indéfendable, alors, un petit peu moins que Luka peut-être, OK. Mais par contre, sur la palette et sur l'esthétique, enfin, c'est beau, on pourrait passer des heures à regarder Shai jouer. Moi, franchement, le duel visuel Shai Gilgeous-Alexander, Kyrie Irving, mais je veux 7 matchs. Je Ah, veux 7 matchs. Je veux que la série dure, ça va être beau pour nos yeux. Et il peut shooter, il va pénétrer, il maîtrise son mi-distance. Donc oui, non, forcément, ce sera l'arme principale du côté d'OKC. Et comme tu le dis très bien, Jalen Williams, c'est un sophomore. Donc en fait, c'est la draft de Chet l'année dernière. C'est deux joueurs qui ont quoi? Un an d'expérience sur le terrain, un an d'expérience sur le banc. Tu as l'impression que les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la ligue. C'est fou cette énergie et c'est communicatif. C'est-à-dire que c'est simple, on dirait que cette équipe s'entend aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Et ça se ressent, ça Ouais. se ressent. Ils savent se trouver. Marc Daigneault, moi, ce qui m'a impressionné lors de ce premier tour, c'est l'impact du banc. Quand on dit playoff, on sait que les coachs ont tendance à resserrer et à diminuer les rotations. Marc Daigneault, c'est 9 joueurs qui ont participé à ce premier tour. Donc, s'il faut aller chercher du Isaiah Joe, s'il faut aller chercher du Gordon Hayward, s'il faut aller ressortir des pièces comme ça du banc, ils vont pas hésiter. Et c'est hyper intéressant de se dire que Dallas peut préparer des plans défensifs pour Shai, pour Jalen, pour Chet, parce que comme tu le disais, Chet, c'est très mobile. Ça peut Mmh. sortir à l'extérieur, shooter. Ça a des très très bonnes mains, donc ça peut aussi dominer à l'intérieur. Là où on a vu que Gafford avait subi un petit peu quand même au début contre Zubac, voire les trois quarts du temps. Quand on voit que c'est Chet qui se ramène avec des mains en or, ça sera pas forcément hyper simple pour Gafford. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc il y a beaucoup d'éléments offensifs qui peuvent nous dire que OKC a vraiment des armes pour aller chercher cette finale de conf. Bon, alors est-ce que c'est un spoil déjà de ton pronostic? On verra tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, voilà, pour le Thunder, on a déjà balayé pas mal de petites choses. On va glisser vers cette équipe de Dallas. Et pour glisser vers cette équipe-là, je regardais un petit peu parce qu'on en parlait en introduction. Euh, on a parlé chez Guy Just, on a très bien parlé. Et en face, tu as Luka Doncic. Deux candidats top 3 pour le titre de MVP cette année. C'est leur premier duel en playoff. C'est vrai que du coup, ils n'ont pas trop eu l'occasion de se rencontrer parce que le Thunder ces dernières années, c'était pas nécessairement ça. En saison régulière, dans l'histoire entre les deux joueurs, il y a 5 partout. Tu vois, alors, le chiffre, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez, mais ça montre, tu vois, déjà que il risque d'avoir des matchs serrés, des matchs tendus et des situations vraiment rocambolesques dans tous les sens. Pour aller maintenant plus en détail cette équipe de Dallas, donc la qualification contre les Clippers, 4-2. Alors, une équipe des Clippers, encore une fois, orpheline de Kawhi Leonard. Mais bon, ça fait combien d'années que Kawhi Leonard est absent lors des playoffs? C'est un autre débat. Mais en tout cas, les Mavericks ont fait le travail et ont été arrachés cette place pour la demi-finale de conférence. Euh, Cette équipe de Dallas qui a montré de très belles choses, on va beaucoup en parler autour là, du recrutement à l'intersaison, avec les intérieurs en particulier, la régularité d'un Luka Doncic et la complémentarité avec Kyrie Irving. Cependant, moi, c'est le petit avis que j'ai sur cette issue de premier tour. Il y a eu des errements du côté de Dallas, il y a eu des trous d'air. Rappelez-vous le premier match, tout début de la série. Alors, on a vu tellement de matchs que parfois c'est dur de revenir un peu en arrière, mais le Mmh. match 1, Dallas se trouve complètement au démarrage. Et, ça se joue au Staples Center. C'était un dimanche à 21h30, je crois. Et voilà, oh là, ça commence très très mal. Dans le match 4 également, il y a un trou d'air où ils perdent de 31 points, je crois, à un moment. Je crois que c'est ça. C'est ça, Et c'est ils ça. arrivent à revenir. Et voilà, mais ça, c'est ce genre de petites choses, tu vois, qui peuvent être problématiques dans une série si elle dure contre une équipe du Thunder dont on vient de louer la défense depuis quasiment 19 minutes, Tom. Tu vois.
Ah non, mais c'est clair, il va y avoir un problème de constance. C'est-à-dire que bon, alors on connaît dans cette match-up de 1er tour entre Dallas et les Clippers, ce qui était assez intéressant, c'est que c'est 2 équipes qui détestent jouer le dimanche soir à 21h30 C'est et vrai. on a eu le droit à 2 matchs du dimanche soir à 21h30. Mais il y a eu, comme tu le dis, un réel problème de constance et autant dire que contre les Clippers, ça peut passer. Dans le sens où on sait que Los Angeles a du mal à garder la constance et on l'a vu, c'est pour ça aussi que la défaite est là. Mmh. Contre une équipe d'OKC, ce sera différent. C'est-à-dire que on le voit dans la mentalité, les mecs ne lâchent rien. Donc si Dallas se laisse l'opportunité et se laisse entre guillemets dire: «Bon, bah, écoutez, c'est une première mi-temps, on va rentrer crescendo dans le match. Lucas, si tu rentres pas tes shoots, c'est pas grave, impose ton tempo». Non, ce sera pas possible sur cette série-là. Parce que les mecs en face sont peut-être moins expérimentés, mais Mmh. par contre, ils ont le couteau entre les dents. Ils ont réellement le couteau entre les dents et ils veulent aller gagner. Moi, il y a un aspect un petit peu et ça, je voulais voir avec toi, l'aspect physique de Dallas. OK. Donc là, on a récemment eu, l'information que Maxi Kleber, bah, c'était cuit. Tim Hardaway, on n'a pas forcément de date sur le retour. Luka, on sait qu'il a encore des problèmes physiques, on l'a vu quand même diminuer sur cette série. Dans quel état de forme arrive Dallas là pour jouer une demi-finale de conférence? Alors, bah, déjà sur le court terme, ils vont arriver avec moins de temps de récupération qu'OKC. Parce qu'OKC ayant sweepé les Pelicans, ils sont à quoi? Une semaine de récup là, quelque chose comme ça? Tu C'est vois? ça, Où ils ont c'est ça. pu déjà se reposer, retrouver les proches, faire du travail tactique, du travail foncier, tu vois? Alors, ça va jouer sur déjà le début, court terme de la série et ça va jouer si la série va loin et de ce qu'on se dit pour l'instant, on semble pas aller vers un 4-1 ou 4-0. Après, on verra tout à l'heure, mais on semble pas aller vers là en tout cas. Donc moi je pense déjà il y aura un avantage là-dessus sur le court terme pour le Thunder. Et après oui, bah, tu les as cités tous ces joueurs-là, donc sur lesquels il y a des petits pépins physiques ou en tout cas des incertitudes, tu vois? Où ces joueurs-là sont pas à 100-120. Ça va être à suivre. Ça va être clairement à suivre. C'est pas nécessairement moi le point qui va me gêner le plus. Alors sauf si évidemment, Lucas se fait la cheville, au match 1, au match 2, bon là, bah, oui voilà. Mais Ouais. je pense quand même que, ils ont perdu un peu de gomme contre les Clippers, tu vois? Mais je m'attendais quand même à, un premier tour plus tendu et en tout cas que les Clippers, leur rentrent plus dedans. Pour des raisons X ou Y, ça n'a pas été le cas, Kawhi Leonard en particulier, mais donc je pense qu'ils ont perdu de la gomme, mais et on en parlait tout à l'heure, vu la profondeur un peu plus intéressante de l'effectif maintenant avec depuis la trade deadline, avec les arrivées des mecs comme Gafford, comme PJ ouais, c'est PJ Washington, c'est ça? Si Ouais, je dis PJ pas de Washington, bêtises. tout à fait. Ouais, ouais. Hem, il y a quand même de quoi, il y a quand même de quoi rendre l'appareil, tu vois? D'un point de vue de l'adversité et même si les mecs du Thunder sont des mecs, on en a parlé, qui sont forts en défense, forts sur l'homme, ça reste des sportifs de haut niveau, c'est des bons athlètes, mais c'est pas des monstres physiques. Tu Mmh. vois? Chet Holmgren, par exemple, c'est pas un monstre physique. Il a des aptitudes techniques, on en a parlé, il est grand, il est long, tout ça, mais c'est pas un Golgoth à la Joel Embiid, tu vois? Pour grossir le trait de la comparaison Ouais, non, c'est clair. et tu vois, je me dis que, la raquette intérieure de Dallas, elle va avoir des difficultés contre Chet. Là-dessus, pas de souci. Mais je suis pas sûr que ce soit dans l'impact physique qu'elle va avoir des problèmes. Tu vois? Ce sera plus sur l'aspect technique, sur l'aspect comment arriver à le défendre parce que ce gars-là, c'est un poste 5, mais les postes 5 new gen, tu vois? Les Mmh. 3.0, j'ai envie de dire, tu vois? Donc, j'ai pas trop de doutes moi, sur l'aspect physique. C'est plus voir, ouais, comment, comment ils vont pouvoir, orchestrer quand même leur jeu offensif qu'on a loué cette année autour de Luka et Ouais, de clairement. Kyrie, avec en face, ouais, cette défense-là dont on a parlé tout à l'heure. Ils ont eu le meilleur ranking, défensif depuis 8 ans sur les 8 dernières séries bah, les 8 dernières années de playoffs, donc ça veut dire quelque chose. Donc moi je vais être curieux là-dessus et moi je voulais te lancer un petit peu autour de on a parlé de Luka, mais on l'a un peu évoqué, Kyrie Irving. Le magicien? Même voilà, on peut parler des 2 en même temps parce que de toute façon les 2 sont complémentaires. Mais moi, Ouais. c'est un point que je trouve intéressant qui sort du
surtout sur Kyrie, qui sort de l'aspect, les chiffres, les stats, le box score qu'on voit à la fin du match, tout ce que vous voulez. Ça compte évidemment, mais parfois on est un peu trop abreuvé de ces chiffres, tu vois. Et si tu regardes pas le match dans la longueur, tu vas avoir peut-être un mec je reprends un mec comme Embiid, voilà, il va être à 25 points et tout. Tu dis, ah ouais, ok, il a fait sa ligne. Mais les points d'impact, par exemple, les C'est moments ça. où il a marqué ne comptent pas. C'est pas qu'ils comptent pas, mais sont moins forts. On sait qu'en basket, il y a aussi ces momentum qui comptent. Et tu vois, un mec comme Kyrie Irving, au-delà des chiffres, au-delà des stats, moi je trouve il a retrouvé plaisir au jeu. Il a retrouvé plaisir au basket. On a l'impression, et moi j'ai l'impression, mais c'est très personnel, de retrouver un peu le niveau du Kyrie des Cavs de De l'époque. Et je, 2016. et je sais que ça, toi, bah oui, de cette époque-là où il a été tellement fort autour de LeBron, dans une belle équipe, Kevin Love, tout ça, mais Kyrie était incroyable et il avait plaisir à jouer. Et après, il a eu tous ses errements avec Brooklyn, etc., etc. Là, il arrive à Dallas. Le fit, au début, on s'est posé des questions. Et là, cette année, ça marche vraiment bien. On retrouve le sourire autour de Kyrie Irving et on met de côté toutes ces frasques et toutes les phrases qu'il peut avoir dites à Mm. droite à gauche et on se concentre sur le jeu. Et comme tu l'as dit, Kyrie, quand il est en phase avec son jeu, avec lui-même, avec son basket, c'est un magicien, tu vois. Ah, mais c'est ça, mais en fait, c'est rigolo parce que c'est exactement l'argument que j'allais te donner, c'est l'épanouissement personnel de Kyrie Irving permet l'épanouissement global des fans de basketball. C'est simple, c'est vraiment ces retours en 2016 où en fait, Kyrie n'est jamais aussi fort que quand c'est la deuxième arme d'une équipe. C'est peut-être le meilleur lieutenant actuel de la ligue et j'ai vraiment pas peur de le dire. C'est simple. En 2016, tu as un mec comme LeBron à côté, Mhm. donc physiquement imposant. Par contre, LeBron avait déjà compris à ce moment-là que quand Kyrie prend chaud, il faut lui laisser le ballon. Et Exactement. c'est exactement l'évolution positive que je voulais voir de Luka Doncic. Et dans cette série contre les Clippers, avec un Luka qui est un peu en dedans, qui est pas forcément à droit, Luka sent tout de suite quand Kyrie prend feu. Tu vois, dans le dernier match, là, Kyrie met pas forcément beaucoup de points. Je crois qu'il met 2 ou 3 points en première mi-temps. Par contre, le Mhm. mec, le troisième quart-temps, c'est simple, c'est Jordan 92, 93, 94. C'est inarrêtable. C'est inarrêtable. C'est de la magie. C'est un combiné de Iverson avec. Il y a pas de comparaison possible parce que esthétiquement, je n'ai jamais vu de joueur de basketball aussi beau à voir jouer. C'est du plaisir visuel. Tu as l'impression que le mec, c'est facile. Il va te mettre un cross, il va te faire un step back, un fadeaway. Tu as l'impression que tout est simple. Moi, j'ai cette image de l'action. Alors, paradoxalement, c'est dans une défaite dans cette série, mais l'action où, tu sais, le match où les Clips mènent de 31 points, et puis Kyrie devient finalement Terminator dans le troisième quart-temps et ramène Dallas à égalité. Et cette action où il monte sur 3 joueurs, tu as l'impression qu'il reste Ouais, pendant oui. 10 minutes en l'air et il va te lâcher cette petite main. Mais c'est. Non, je te rejoins. Kyrie Irving, c'est la magie et ça peut être. Mais c'est plus qu'un facteur X en fait sur cette série. C'est-à-dire que si on a le Kyrie de la première série contre les Clips, avec un Luka qui retrouve un petit peu d'adresse extérieure et un petit peu d'impact physique, avec, comme tu le dis, la polyvalence de la raquette, parce que là, on a parlé de Gafford et Washington, mais il y a aussi Derrick Lively qui peut poser Oui, des bien sûr. problèmes. Derrick Jones Jr., c'est redevenu un joueur de basketball extraordinaire. Enfin, bref, il y a un effectif, comme tu le dis, et Kyrie a vraiment cet impact de se dire que il a compris que Luka a été diminué. Il a compris que finalement, l'attaque reposait limite plus sur ses épaules sur ce premier tour. Et Mhm. peut-être que ce sera aussi le cas sur le deuxième tour, parce que comme on l'a dit, Luka, il va se taper les plus gros défenseurs adverses. Même si de l'autre côté, enfin pour défendre Kyrie, ce sera pas mal aussi, hein. Tu Oui, vas oui, bien avoir, sûr. tu vas avoir limite du Josh Giddey, tu peux avoir, je sais pas, ça va switcher, tu vas avoir du Shai, OK. Mais si Kyrie poursuit cette combinaison de je suis indéfendable dans mes pénétrations, je peux shooter extérieur et je prends le jeu à mon compte, ouais, ça peut faire une énorme différence sur cette série. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, oui, complètement. Bah, il va falloir, hein, pour Dallas d'avoir un Kyrie au niveau et de ne pas compter uniquement, c'était ça les lacunes principales de Dallas ces dernières années, de ne devoir compter que sur les performances de Luka. Il y arrivait, plus ou moins, souvent plus que moins, mais il Mmh. n'y avait pas le reste autour. Et là, même si tu as un Luka tu vas avoir des Luka games et tout ça, mais et je trouve que tu l'as très bien dit, cette intelligence qu'a trouvé Doncic de se dire voilà,
OK, quand il sent que son autre coéquipier du backcourt à côté de lui, il est en feu, bah, vas-y, je vais t'envoyer caviar sur caviar, tu vois? Et je vais peut-être finir le match qu'à, 27 points, que 27 points, quand tu t'appelles Lucas, c'est pas énorme, mais je vais être à 14 passes, tu vois? Ouais, Et c'est dans ça. mes 14 passes, il y en aura, 8 ou 9 pour Kyrie. Parce qu'il aura compris que Kyrie, ouais, il sait être clutch et il sait, on peut pas lui enlever qu'il a cette capacité à comprendre le jeu dans la globalité et à savoir les moments qui comptent, tu vois? Et à monter le level, surtout quand les moments comptent. Donc Kyrie va être extrêmement intéressant à suivre et évidemment Luka Doncic, qu'on attend, qu'on attend au plus haut point. Je sais pas si toi, tu voulais aborder, quelque chose de particulier autour de Doncic? Ouais, moi j'ai un petit point sur Luka. Tout à l'heure, c'est rigolo parce qu'on parlait de Shai en étant candidat MVP. Moi, j'ai cette question sur Luka Doncic. Mmh. Est-ce que c'est pas le meilleur Luka Doncic qu'on a vu depuis le début de sa carrière? Dans le sens où il est indéfendable. Tu ne peux rien faire. Quand il est à 100% physique, il met le jeu à son tempo. À 3 points, on avait quand même on a une belle progression. Quand il rentre dans la raquette, qu'est-ce que tu veux faire? Il est tellement fort techniquement et puis au-delà de l'aspect technique pur du joueur MVP, comme tu le dis, c'est cette compréhension du jeu. Ça y est, on a l'impression que ça y est. Luka, il a compris qu'il ne gagnera pas seul. Mmh. Donc quand il est limité physiquement, il sait qu'il a maintenant des joueurs construits dans l'effectif qui peuvent tout à fait prendre le relais. Tu vas avoir Kyrie, tu vas avoir des pick and roll. Bon, alors là, c'est vraiment, c'est ce côté un peu James Harden des années pareilles 2016-2017 où en fait sur pick and roll, bah, Luka avec un Gafford ou avec un PJ Washington qui va ressortir à zéro, tu peux rien faire. Mmh. C'est aussi avec Lively, ces mecs-là, c'est Luka vraiment, j'ai l'impression que, alors on disait que Shai avait vraiment cet aspect dominant, cet aspect top 3 MVP. Et bah très honnêtement, moi je suis pas loin de te mettre favori Luka en fait. Ce sera déterminé avec Jokic, ok, mais là pour moi c'est le podium des MVP. Qui sera le plus fort des deux? Est-ce que vraiment c'est Luka ou Shai qui fera la différence dans cette série selon toi? Moi, j'aurais tendance à te répondre, ni l'un ni l'autre, ce seront les joueurs autour d'eux qui feront la Ouais. différence. Ils auront leur match, ils auront leur moment, ils auront leur tir incroyable où on va se lever du fauteuil à 3h30 du matin. Mais comme tu l'as dit, c'est pas eux qui vont faire gagner la série, uniquement sur j'allais dire leurs frêles épaules, non, leur athlétique épaule. Donc non, non, ça oui, eux, ils vont être évidemment importants. Si tu en as un qui fait pas sa série, qui est à 18 points de moyenne, bon, bah, non, bien sûr. Mais si tu pars du principe que les 2 vont être au niveau qu'ils ont été pendant la saison régulière, top 3 candidats MVP, c'est autour que la Ouais. différence se fera. Je peux pas te dire, moi, j'ai pas d'avis en fait à me dire qui va être le plus fort dans la globalité entre Luka ou chez Gilgeous-Alexander, tu vois. Je vois pas du tout la série basculer sur cet aspect-là. Je me trompe peut-être, et peut-être qu'il y en a un qui va nous faire une série de dingue et on va pas comprendre. Mais là, comme on est en preview, le principe c'est qu'on n'a pas encore vu de match de playoff entre ces deux équipes-là. Je pars sur vraiment l'entourage global pour accompagner cette équipe-là. Et c'est vrai que du coup, juste pour rebondir sur ce que tu as dit au début, Luka Doncic a désormais cet avantage-là qu'il n'avait pas les années précédentes. Tu vois? Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc voilà. Est-ce que tu as un dernier point avant qu'on passe à la partie un petit peu plus prono pour notre fin d'émission? Un dernier point que tu veux soulever autour de cette série à venir là? Allez, un tout petit dernier point parce que moi Mmh. c'est quelque chose que j'ai en tête, ça va être le duel des coachs. Ouais, très bien. Donc nous avons le coach de l'année qui est tout jeune. Si je dis pas de bêtises, c'est sa deuxième année ou troisième année à Marc Daigneault? Ou Moi, j'aurais deuxième année, peut-être, je crois. mmh, Ouais, troisième. peut-être Ouais, 3e, mais bon, à vérifier, mais c'est ouais, Marc ça. Daigneault en tout cas. Qui s'oppose à Jason Kidd, donc qui a eu sa bague en 2020 en assistant coach sur le banc des Lakers, Mmh. qui a connu des moments difficiles à Milwaukee, qui a connu des moments difficiles à Dallas et pourtant, on lui conserve entre guillemets «la confiance» qu'on lui a donnée. Moi, sur les ajustements, de coaching en pleine série, ça va être un vrai test pour Marc Daigneault. Jason Kidd connaît un petit peu plus, a un peu plus d'expérience, Ah oui, ah bah, oui. mais paradoxalement, j'aurais tendance à dire que quand il va falloir ajuster, j'ai peut-être plus confiance en Marc Daigneault qu'en Jason Kidd. J'entends. Moi, je l'avais noté, c'est vrai, cette bataille, à venir entre Daigneault et Jay Kidd. J'aurais tendance à penser comme toi, honnêtement.
Ouais, Je regardais juste pour qu'on soit bien fiable sur l'info autour de Daigneault. Il a été assistant coach du côté du Thunder en 2019-2020 et il est devenu coach à partir du 11 novembre 2020 où il avait remplacé Billy Donovan. c'est Voilà. ça, Comme c'est ça, ça, c'est ça. on est précis dans l'information autour de Marc Daigneault, qui oui a été du coup en plus élu coach de l'année. Mais peut-être avantage, ouais, j'allais dire à l'inexpérimenté Marc Daigneault, alors que Jay Kidd, c'est vrai que bon, même déjà rien que dans sa carrière de joueur, tu vois, Ouais. il y a pas photo, mais c'est vrai que bon, Jay Kidd n'a pas toujours été une assurance au coaching. Ah bah non, loin de là. Donc voilà, je voulais être très poli, Ouais, le ouais. concernant. Mais donc oui, oui, à suivre évidemment, les batailles des coachs, on sait très bien que c'est des ajustements tactiques, des ajustements et qui sont après répercutés sur le terrain, mais ça vient d'abord du coach et de tout le staff. Allez, on va se lancer, juste avant, tiens, juste avant, se lancer dans le prono, j'avais une petite stat à te donner juste pour finir. Heu, les confrontations en saison régulière, ça vaut ce que ça vaut, mais d'habitude, Mmh. j'en parle pas trop. Mais là, je l'ai noté parce qu'il y avait un élément intéressant. Il y a eu 3-1 pour le Thunder dans les match-ups de l'année, là, en saison régulière. Mais la pire défaite d'OKC, donc la défaite du 3-1, c'était juste quand Dallas venait de faire les apports des différents joueurs à l'issue de la trade deadline. C'est le pire match, en tout cas le pire résultat pour le Thunder de l'année, qui a une excellente saison. C'est contre cette équipe de Dallas, une fois que l'équipe de Dallas était aux réunis. Donc, Ouais. voilà, tour pareil, c'est une info, elle est glissée, mais voilà, c'était juste à partager parce que c'est vrai que c'est toujours un peu. Je trouvais ça assez rigolo comme petit élément d'information. On va se lancer sur le prono, Tom. On a longuement parlé des deux équipes, la défense, l'attaque, les joueurs stars, les joueurs autour, les coachs. Il va falloir se mouiller maintenant. Un score, évidemment, Tom, un vainqueur et une petite explication en quelques mots. Alors très honnêtement, du coup, j'en reviens après en avoir discuté pendant 35 minutes. C'est dur, c'est très dur à pronostiquer cette série. Mais j'ai envie de donner cette petite étincelle et de voir, se poursuivre ce rêve un petit peu d'OKC. Ok, bah, Hem, ok. on l'a dit, on en a parlé en long, en large et en travers, ça va être un duel complètement différent. Il va falloir s'opposer à des joueurs expérimentés, à potentiellement des match beaucoup plus complexes. Il va falloir s'adapter. Je pense que globalement, les gens voient plus Dallas, mais moi, ce côté un petit peu manque de fraîcheur physique, et je sais pas, j'ai le sentiment, comme on l'a dit, que les ajustements de Marc Daigneault, que le fait de faire participer un petit peu, un peu plus de collectifs, Mhm. et puis j'ai l'impression que Shai n'a absolument peur de rien et est très bien accompagné. Donc je vais dire Allez, victoire d'Oklahoma, le Thunder en finale de conf, 4-2 sur la série. ok. Alors, je suis doublement surpris, très bien. Je pensais que tu allais me vendre un match 7, honnêtement, mais non, 4-2. 4-2 Ouais, je pour le. vois un Donc, 4-2. il termine à la maison, du coup, vu que c'est Je les le vois seul. prendre les 2 premiers chez eux. Très honnêtement, je les vois prendre Ah les non, 2 non, non, bah premiers non, bah chez eux. non. Match 6, il termine à Dallas, pardon. Il termine à Dallas. Ouais, Je pardon. vois pas fort en fait, j'ai l'impression que, bah, le la tanière d'OKC est imprenable. Quand on voit le public, puisque ça on n'en a pas parlé, mais le public d'OKC, c'est c'est un enfer sur terre. Donc je ne vois pas pour l'instant, pour le moment, après je me trompe sûrement, hein, mais je vois pas Dallas aller prendre les 2 premiers là-bas avec le temps de récupération qu'a eu OKC. Mhm. Comme tu l'as dit, Dallas va arriver un peu plus fatigué, donc peut-être un peu plus en jambes sur les premières mi-temps, mais ça peut peut-être marquer le coup en deuxième mi-temps. Je vois pas OKC perdre les 2 premiers et puis je les vois peut-être aller en grappiller un là-bas, Oui, oui, ça serait pas étonnant. Ok. Ok. donc à voir. Mais ouais, allez 4-2 OKC, c'est mon petit coup de poker. Allez, on y va. Eh ben, c'est bien, ça tombe bien parce qu'on n'a pas du tout le même pronostic, donc on pourra en rediscuter plus tard et voir qui avait raison, qui a tort. Alors, pour ma part, on est d'accord sur le constat que c'est extrêmement compliqué. Pour moi, c'est une série qui va aller loin aussi. Match-up extrêmement intéressante un petit peu partout. Comme je l'ai dit, je vois vraiment la série euh, autour des joueurs vedettes, avec les joueurs vedettes, mais autour d'eux. C'est vraiment ça, moi. C'est presque plus ça que je vais regarder, plus que les performances incroyables de l'un ou de l'autre. Ils vont les faire, on le sait. Comment ça va
comment ça va le faire autour. Extrêmement intéressant. Les 2 défenses aussi parce qu'on n'en a pas parlé, mais la défense de Dallas, elle a maintenu les Clippers 3 fois sur les 6 matchs du premier tour à 93 points au moins. Tout à l'heure, Ah je te ouais. donnais la stat pour le Thunder, tu vois? Donc il y a des armes offensives all-time, mais en défense, ça peut aussi ne pas rigoler. Personnellement, j'aime beaucoup le Thunder, de par leur histoire. Moi, j'ai été, biberonné à l'époque, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, Serge Ibaka, la grande époque, bah, tu parlais de la Chesapeake Arena qui poussait très, très fort à cette époque-là, waouh, c'était quelque chose et ça fait plaisir de revoir cette salle-là, même si elle a changé de nom, depuis, mais bon, ça c'est peu importe. De retrouver cette salle avec cette ambiance, cette adrénaline incroyable. Je pense quand même que malgré leur saison régulière, vraiment, on les attendait pas premiers. Personne les attendait premiers, même les fans Mmh. les plus hardcore, je pense pas. Heu, Ils passent un premier tour très bien contre des Pelicans un peu diminués et un peu, limite tactiquement. Là, Dallas, je pense que ça va être autre chose et moi, je me dis que si OKC conclut ses playoffs en demi-finale de conférence sur une longue série, pour moi, la saison n'est pas ratée, tu vois? Et tu te dis: on se retrouve l'année prochaine. On va peut-être faire un petit ajustement avec Sam Presti. On va aller échanger deux trois tours de draft contre un petit ailier ou un mec un peu vétéran, tu vois, qui va pouvoir peut-être aussi faire la différence. Hem Et du coup, moi, je vois Dallas parce que je pense vraiment que pour Luka, là, il a une équipe autour de lui. On en parlait tout à l'heure. Il est plus tout Mmh. seul. Là, il a l'équipe. Il a un Kyrie Irving qu'on n'a pas vu depuis 6 ans en termes de joie de vivre et de plaisir de basket. Les intérieurs, il y a les bons ajustements qui ont été faits. On n'a fait que louer ça pendant la deuxième partie de la saison. Donc, c'est pas pour se planter en demi-finale de conférence, même contre le numéro 1 de la saison régulière. Hem Et je pense que ce collectif général de Dallas, moi, me montre plus de certitude malgré peut-être quelques problèmes physiques à venir que cette équipe du Thunder. Donc moi, je vois Dallas, mais je vois Dallas évidemment au bout du chemin 4-3. Ouais. Donc une victoire, au Thunder, hein, Ouf, avec sur un et match 7. voilà et là, tu vois, autant tout à l'heure je te parlais de l'entourage global sur la série, mais là sur un match 7, là les stars va falloir poser, tu vois? Ah, Luka, il a l'habitude, hein. Tu peux en Oui, parler voilà, aux fans de Phoenix, il aime tout bien les matchs, tout les à matchs fait. 7. Mais je serais pas surpris que ce soit, Oklahoma ou Dallas. Mais en fait, j'ai envie de te dire, peu importe parce que les 2 équipes sont vraiment belles, sont attrayantes, elles font plaisir Ouais. à voir. Mais c'est vrai que si tu peux avoir en finale de conférence, on extrapole, mais un Luka Doncic contre potentiellement, même si c'est mal parti, un Nikola Jokic, tu imagines? Ah, c'est Voilà, cool. on en est loin et en face, tu as une équipe de Minnesota qui va rien lâcher, hein. Mais Ouais, non. ouais, voilà, 4-3 Dallas pour moi, 4-2 pour toi pour le Thunder. Donc en tout cas, Tiens et du coup, tu me disais, parce que c'est intéressant, tu me disais, si OKC perd en demi-finale de conférence dans une série longue, ouais, on peut dire que c'est ouais, une saison relativement aboutie. pour moi, oui. Si Dallas perd en demi-finale de conférence, qu'est-ce qui se Non. passe? Bah, pour moi, la saison est pas, on se dira: «OK, ils ont fait une bonne deuxième partie de saison», mais ils auraient Et dû merci Jason Kidd. ouais, peut-être, mais ils auraient dû battre cette équipe du Thunder parce que, malgré tout ce qu'on dit, il y a quand même de l'inexpérience, tu vois? Et tu dois, quand tu es Luka, quand tu es Kyrie qui a connu les finales NBA, qui a tout connu, tu dois battre cette équipe-là. Donc je serais plus, critique si Dallas ne passe pas en finale de conférence que si OKC tombe, lors de ce deuxième tour, tu vois? Donc Ouais, après oui, bon peut-être J-Kidd qui saute, ça dépendra de la physionomie de la série, comment ça bien se sûr. termine, tu vois? Mais je pense que, tu vois, tu es fan de Dallas, peu importe, non, mais tu espères évidemment passer en finale de conf, mais même si tu te plantes en 2 tour, si tu vas loin en tout cas, tu auras des regrets, tu seras amer, mais tu sais que Luka, il va pas péter un câble, tu vois? Et tu auras plus la crainte de te Ouais. dire: «Bon, en fait, il va vouloir partir parce que ça marche pas». Parce qu'ils ont fait le travail à la trade deadline et je pense que ce travail-là va payer. Ouais, donc finalement, ce sera peut-être que quelques ajustements. Finalement, ce sera pour les 2 équipes, hein, ce sera peut-être que quelques Oui, ajustements à faire cet été pour vraiment, choper ce statut de limite favori, quoi.
Ouais, Ouais, clairement, c'est des équipes qu'on va revoir dans les futures années. Mais là, ça va c'est déjà être clair. extrêmement intéressant à suivre dans ce deuxième tour, ces demi-finales de conférence. Bah voilà, on a fait un bon steak là, un bon preview pour vous. Vous avez l'article aussi qui va sortir, qui sera sorti certainement au moment où vous nous écouterez de cette preview. Donc un article, un podcast par série de ces demi-finales de conférence. Rédigé par toi, Tom, par moi ou par d'autres membres de l'équipe de TFA. Donc on va travailler tout ça pour vous proposer toujours pareil du contenu, que ce soit écrit ou audio, pour vous satisfaire un maximum. N'hésitez pas à mettre vos petites cloches, là, les petites notifications sur les réseaux et sur les plateformes de podcast, hein, parce qu'il va y avoir d'autres contenus qui vont sortir, peut-être pas nécessairement que autour de la NBA. Hein, on verra ça. Si vous aimez le basket féminin, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va sortir aussi. Mais en tout cas, Tom, c'est le moment de te remercier pour cette première. J'espère que ça a été. Eh ben, écoute, c'était génial, c'était vraiment cool. On a pu aborder un petit peu tous les points qu'on voulait aborder. On a une très belle série à venir et puis on Ouais. en aura d'autres qui arrivent qui vont être pas mal aussi. Bah oui, c'est ça. On attend la fin. En tout cas, nous, on enregistre un dimanche après-midi, donc on n'a pas encore le finaliste, on n'a pas encore le vainqueur de la série entre Orlando et Cleveland pour aller affronter Boston au deuxième tour. Donc, le moment sera venu de tourner tout ça à ce moment-là. Mais voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve pour les prochaines previews. Tom, tu seras là, on va te retrouver. Il y aura Yannick, il y aura Axel, il y aura Cédric. Bon, toute l'équipe est là, évidemment, pour vous accompagner au mieux pendant ces playoffs NBA. Merci encore, Tom. Très bonne journée à vous et à plus tard sur The Free Agent. Bye bye.